Bonsoir à tous, bienvenue sur les plateformes du Figaro, c'est Figaro Live. On attend d'un instant à l'autre maintenant l'annonce du nouveau gouvernement, l'annonce de l'équipe Castex. C'est à vivre en direct sur le site du Figaro, c'est à vivre en direct sur Figaro Live. En attendant, on attend vos points de vue qu'on confrontera avec ce soir ceux de Karl Meeus. Bonsoir, rédacteur en chef au Figaro Magazine, avec ceux de Sylvie Baumel, biographe, grand reporter, notamment à Vanity Fair. Bonsoir Sylvie. Avec ceux d'Olivier Babot, écrivain, essayiste et président de l'Institut Sapiens. Bonsoir Olivier. Et Alexis Poulain, cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne. Karl, Sylvie, Olivier, Alexis et vous qui nous regardez. En attendant le remaniement, je vous propose de revenir bien sûr les premières heures, les premiers pas de Jean Castex. Vous ont-ils convaincu? Et puis, on reviendra également sur ce qui attend le gouvernement, sur sa feuille de route. Quelle doit être cette feuille de route? Sur ces sujets, Sylvie, Karl, Olivier, Alexis et vous qui nous regardez, j'attends bien entendu vos commentaires, vos analyses, vos points de vue. La droite et la gauche sont mécontents. Macron a donc visé juste. Je lui dis bravo, c'est le commentaire, votre commentaire, Bin, internaute du Figaro, sur les premiers pas du nouveau Premier ministre. Alors, le nouveau Premier ministre ne vous a pas répondu, mais il a répondu à ceux qui ne voient qu'en lui qu'un fantôme, un personnage falot ou un vulgaire collaborateur d'Emmanuel Macron. Quand vous aurez appris à me connaître, vous verrez que ma personnalité n'est pas soluble dans le terme de collaborateur. C'est ce que déclare Jean Castex hier au journal du dimanche. Pourtant, on s'était posé la question en l'écoutant vendredi sur le plateau de TF1. Soyons clairs, madame, je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats de l'action publique énergique dans le cadre d'un plan de relance vigoureux que nous préparons pour reconstruire notre pays. Ici pour chercher la lumière, disait Jean Castex. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière. C'est ce que dit donc Jean Castex. Pourtant, les caméras étaient nombreuses pour le suivre ce week-end à Corbeil-Essonnes, dans l'usine de semi-conducteurs XFAB, et hier soir à La Courneuve pour une visite surprise dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, etc. Question. Et là, je poserai également une question à Karl. On note déjà des recadrages par le président, que ce soit d'abord la date du discours de politique générale ou les messages d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux sur ce que doit être la ligne du gouvernement. Voilà, ok, parfait. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour ça que je disais. Voilà, et après, etc., question. Les premiers pas de Jean Castex en tant que Premier ministre vous ont-ils convaincu? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter. Et vous êtes une légère majorité à répondre non en début d'émission. Les interventions d'internautes suivent. Ensuite, on commence avec le off et ensuite le commentaire de l'internaute. La composition de mon équipe correspondra aux priorités que nous nous fixons. Ce n'est pas d'abord un casting, c'est un choix politique et cela doit répondre à une exigence de compétence. Ce qui m'importe, c'est l'opérationnalité, il faut s'entraîner à le dire, c'est l'opérationnalité, ça c'est pas du langage techno, l'opérationnalité des ministres, être capable, d'où qu'on vienne, d'entrer en action tout de suite. Voilà l'objectif de Jean Castex, l'objectif affiché, encore une fois, dans son interview au journal du dimanche. Sur le site du Figaro, vous n'êtes pas tous convaincus. Un internaute qui se fait appeler Rebelle estime, lui, Castex sert de vitrine à Jupiter qui continuera à tenir les ficelles. Changement de casting n'est pas changement de politique, etc., etc. Et la question Twitter, quel devrait être le chantier prioritaire pour le nouveau gouvernement d'après vous? L'écologie, la sécurité ou l'économie? Alors tout à l'heure c'était l'économie qui arrivait en tête, eh bien c'est toujours l'économie qui arrive en tête. Non, c'est désormais la sécurité, mais vraiment pas l'écologie.
Excellent. Ben, parfait, je les salue. Bonsoir Alexis, bonsoir Olivier, bonsoir Sylvie. Alors, on aura, je ne sais pas si vous m'entendez, Olivier, Alexis, Sylvie. Normalement, on annonce le nouveau gouvernement à partir de 17 heures, donc peut-être aurons-nous le plaisir d'avoir M. Collère sur le perron de l'Élysée. Sinon, on essaiera de tenir jusqu'à 17h45 et puis on rendra l'antenne, comme on dit en télé. Sinon, troisième possibilité, c'est que d'ici 17h45, il y ait l'annonce. Et est-ce qu'on peut compter sur vous pour un débrief juste après? Jusqu'à quelle heure? Ah, le temps qu'il le fasse, il faut compter une dizaine de minutes après 10 minutes après l'annonce, quoi. Pourquoi pas? Ouais. Comment? Tu dois partir à 18h, Alexis? Sylvie, Ok pour moi. Sylvie, c'est bon? Ça devrait aller, je pense que Olivier, c'est ouais, bon? oui. Ok. Ça sera une bonne prise, 18 heures. Là, je vais vous appuyer sur Ah, on a Karl qui est là. Il va arriver. voilà. Ouais, c'est ça. Putain, pourquoi t'entends rien, bordel de merde? On entend bien. Là, on entend les gros mots. Peut-être que la caméra marche. On voit pas. Si, ça c'est bon. Ah, ça y est, je viens d'arriver. On n'a rien à dire. J'ai rien à dire. Triste. Est-ce que vous m'entendez sur le plateau? Oui, tout le monde m'entend? Oui, oui, tout le monde entend. Ouais, alors le problème, donc, je remets bien le câble. Ah, là, ça sonne. Excuse-moi. Non, je fais ça. Pour toi, pour toi. Oui, non. Ouais. On entend super bien comme ça. Ah, j'entends pas d'accord. C'est quoi ça? C'est vraiment putain, chiant. Ah. Est-ce que tout le monde entend bien Karl? Ah,
Là, on t'entend bien, Jean-Charles, mais... Vincent, super. Merci Jean-Marie. Bonjour, Karl, on t'entend là. Bonjour, merci. C'était mon assistant qui réglait les problèmes. Merci Jean-Charles. On t'entend, mais on ne te voit pas. C'est moi que je suis au-dessus de toi. Il y a de l'écho en revanche. Ah, il y a un écho terrible. Que j'ai moi aussi. Là, je enregistre. Ah, voilà. Salut, Karl. Je suis au-dessus de toi. Comme Dominique Riquet, je suis ta concurrence en fait. Ouais. Mais pas au niveau de la réalisation. Tu es à côté de moi. Sur mon écran. Tu es à ma gauche ou à ma droite, je ne sais plus. Non, à ma droite. À gauche, toujours. Quand tu es à gauche en face, tu es à ma droite. Bonsoir à tous, bienvenue sur les plateformes du Figaro. C'est Figaro Live. On attend d'un instant à l'autre, bien sûr, l'annonce du remaniement, l'annonce du nouveau gouvernement. Alors, ce sera à vivre en direct, bien sûr, sur le site du Figaro. Ce sera à vivre en direct sur Figaro Live. Mais en attendant, on attend vos points de vue qu'on va confronter ce soir avec ceux de Karl Meeus. Bonsoir Karl, rédacteur en chef au Figaro Magazine. On va les confronter aussi avec ceux de Sylvie Baumel, biographe, grand reporter, notamment à Vanity Fair. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. D'Olivier Babot, écrivain, essayiste et président de l'Institut Sapiens, et ceux d'Alexis Poulain, cofondateur du média en ligne Le Monde Moderne. Bonsoir Alexis. Alors avec vous Alexis, avec vous Olivier, avec vous Karl, avec vous Sylvie et avec vous qui nous regardez, en attendant le remaniement, je vous propose de revenir d'abord sur les premiers pas de Jean Castex depuis sa nomination vendredi dernier, nomination que vous avez pu vivre en direct ici même sur ce plateau, ou en tous les cas sur le site du Figaro, et sur la feuille de route du futur gouvernement. On peut spéculer sur le casting, mais surtout ce qui importe, c'est ce qui attend ce nouveau gouvernement et ce qu'il pourra faire, ce qu'il doit faire selon vous. En tout cas, eh bien, on en débat sur ces sujets. Karl, Olivier, Sylvie et Alexis, et vous qui nous regardez, j'attends bien entendu vos commentaires, vos analyses, vos avis, vos points de vue. Alors, sur le site du Figaro, vous êtes assez sévère sur la nomination de Jean Castex, en tout cas un certain nombre d'entre vous. On vous pose d'ailleurs la question ce soir sur Twitter. Mais par exemple, il y a ce commentaire, la droite et la gauche sont mécontents. Macron a donc visé juste. Je lui dis bravo, c'est le commentaire de Bin, un internaute du Figaro, sur les premiers pas du nouveau Premier ministre. Alors le nouveau Premier ministre, Bin, ne vous a pas répondu directement, mais il a répondu à ceux qui le prennent pour un personnage falot, pour ceux qui le prennent pour un simple technocrate, un simple factotum, un vulgaire collaborateur d'Emmanuel Macron. Quand vous aurez appris à me connaître, vous verrez que ma personnalité n'est pas soluble dans le terme de collaborateur. C'est ce qu'il a déclaré donc hier au journal du dimanche. Pourtant, on s'était posé la question, c'est vrai, en l'écoutant notamment vendredi soir sur le plateau de TF1. Soyons clairs, madame, je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats de l'action publique énergique dans le cadre d'un plan de relance vigoureux que nous préparons
pour reconstruire notre pays. Alors je ne suis pas ici pour chercher la lumière, c'est ce que vient de dire, ce qu'on vient d'entendre de la part de Jean Castex. Pourtant les caméras étaient nombreuses pour le suivre ce week-end à Corbeil-Essonnes, dans l'usine de semi-conducteurs X-Fab, et hier soir dans un commissariat de Seine-Saint-Denis à La Courneuve lors d'une visite surprise. Sylvie Baumel, vous êtes séduite ou vous êtes critique? Écoutez, pour l'instant, jusqu'à ce que quand même on le laisse un tout petit peu travailler, je trouve que il a réussi les premiers pas, puisque je trouvais que la passation de pouvoir entre lui et Emmanuel Philippe était quand même vraiment de haute tenue, et c'est Édouard pas toujours Philippe. le cas. Au-delà des palabres habituelles, des deux côtés d'ailleurs, de la part de Édouard Philippe comme du sien. Lui, il a réussi, enfin, il était à la fois, il a montré qu'il n'était pas spécialement effacé, enfin, moi je ne sentais pas quelqu'un qui s'excusait d'être là. Il a dit une chose que j'ai remarqué, que j'ai trouvé assez intéressante, qui était je cite, parce que parmi les valeurs qu'il avait en commun avec Édouard Philippe, il avait le service général de l'État qui prévaut sur toute autre considération. Et quelque part, je trouve qu'en faisant ça, il transforme ce qu'on lui reproche, un handicap d'appartenir à aucun parti, supposé d'ailleurs que ce soit vraiment une condition pour être Premier ministre, mais bon, en un avantage. C'est-à-dire que je crois que les Français en ont peut-être un petit peu marre de ces opinions totalement partisanes qui sont dictées vraiment par le parti auquel on appartient. Et voilà, donc s'il réussit à faire ça, à se placer au-dessus des partis et à être gaulliste social, c'est ce mot qu'il emploie beaucoup, c'est-à-dire avoir une espèce d'idée comme ça d'être au service de l'État, ce serait pas mal. Et puis, en un mot encore, je trouve que les deux premières visites qu'il fait, avant même d'avoir composé son gouvernement, avant même d'avoir un ministre de l'Intérieur, dans deux endroits, une entreprise, une PME, je crois, hein, d'électronique, et puis un commissariat, c'est assez bien vu quand même, hein, parce que là, on est sur deux priorités, l'économie et puis l'autorité de l'État, parce que là, il l'a dit aussi, hein, l'autorité de l'État, c'est un truc important pour lui. Enfin, c'est un truc, c'est bien plus qu'un truc. Et je crois que c'est important aussi pour beaucoup de Français après les mois et les années qu'on vient de vivre. Bon, donc j'en déduis que vous êtes, pour répondre à ma question, vous êtes plutôt séduite. Oui. La date du discours de politique générale qui a finalement été déjà reportée, les messages d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux sur le sens de ce que doit faire ce gouvernement, Karl, on note quand même déjà des recadrages par le président de la République. Recadrage, vous y allez fort. Disons que chacun essaye de marquer son territoire. Et d'ailleurs, s'il y a du retard dans l'annonce de la composition du gouvernement, si je comprends bien, c'est qu'il y a des discussions serrées entre l'Élysée et Matignon, notamment pour le nom du titulaire de la place Beauvau. Donc on voit bien que ce qu'on pensait être très simple à l'annonce de la nomination de Jean Castex, suivi tout de suite par l'annonce de son directeur de cabinet, qui était Nicolas Revel, celui que Emmanuel Macron avait voulu imposer à Édouard Philippe en 2017 et qui n'avait pas pu faire. On s'était dit, bon ben voilà, ça va être un simple exécutant. Il y a l'œil, j'allais dire l'œil de Moscou, l'œil de l'Élysée à Matignon, et au fond, Jean Castex va exécuter les décisions prises à l'Élysée. Et ce qu'on voit depuis ce week-end, c'est qu'en fait, on a un Jean Castex, pour rejoindre ce que vous avez dit juste avant, qui veut imprimer sa marque. C'est-à-dire qui fait des visites sur le terrain, qui imprime un tempo assez rapide, alors même que son gouvernement n'est pas constitué, qu'il est en train d'être constitué. Et d'ailleurs, on a des images cet après-midi qui sont assez saisissantes, puisqu'au fond, on imagine normalement un Premier ministre qui doit être enfermé dans son bureau, en train de passer des coups de fil, de discuter pour faire venir X ou Y. Et au lieu de ça, on a un Premier ministre qui, en sortant de l'Élysée, eh ben, il va voir le président du Sénat, ensuite il va voir le président de l'Assemblée nationale, puis le président du CESE, et du coup, ne donne pas l'impression de participer à la composition du gouvernement. Donc c'est intéressant de voir que dès le début, il y a chacun marque son territoire, que ce soit Jean Castex par ses déplacements et que ce soit Emmanuel Macron par ses tweets. Alors, il y a des discussions serrées, vous nous le dites, notamment sur le nom du titulaire de la place Beauvau. Chacun imprime sa marque. Précisément, la visite dans une usine, la volonté d'enrayer la crise sociale et économique, c'est ce qu'il a en tout cas déclaré dès vendredi soir. Ça doit vous plaire, Olivier Babot?
Oui, j'ai trouvé que les deux angles qui étaient imprimés par les premières visites étaient très intéressants. Évidemment, on a parlé du commissariat et l'axe de l'ordre, je crois, était on peut dire un rappel important. Encore plus, évidemment, compte tenu du drame de cette gendarme, si je ne me trompe pas, ou police, non, ce gendarme qui a été tué tout récemment, évidemment, ça s'imposait. Et j'ai trouvé très intéressant le fait que le Premier ministre aille dans une industrie. Alors pour l'instant, les déclarations étaient évidemment un petit peu générales, mais on sait bien que les problèmes de l'industrie en France, hein, dont la part dans le PIB a été divisée par deux en l'espace de 20 ans, ces problèmes, ils sont de trois ordres, hein. C'est un problème de positionnement depuis longtemps. Donc on n'a pas en fait des coûts du travail qui sont tellement supérieurs à ceux de l'Allemagne, mais l'Allemagne a un positionnement haut de gamme qui fait qu'ils n'ont pas du tout le même type de prix et donc ils n'ont pas le même nom, le problème même de positionnement stratégique et donc ils peuvent vendre beaucoup plus facilement. Et nous, on n'avait pas ce positionnement, ce qui fait qu'on s'est largement désindustrialisé. Le deuxième problème, c'est un problème lié à la disponibilité des compétences. L'industrie, c'est plus du tout les temps modernes de Charlot. C'est un endroit où il y a beaucoup de machines, où il y a des gens avec une compétence assez élevée, où les salaires, en fait, d'ailleurs, sont plus élevés que dans le reste de l'économie, en moyenne. Et donc, tout ça, ça nécessite des compétences et un système de formation qui marche bien. Et puis, la troisième chose, c'est la chose fondamentale, hein, c'est le problème fiscal. Ce sont ces fameuses taxes de production qui vont s'appliquer avant la prise en compte des coûts et qui sont une absurdité économique, mais on a beaucoup de mal à les supprimer. On est environ 50 à 70 milliards de plus par rapport à l'Allemagne de taxes de production sur notre industrie, donc ce qui l'a fait mourir, hein, tout simplement. Le problème, c'est que ça finance nos collectivités locales. Donc, comme pour la taxe d'habitation, si vous essayez de les supprimer, vous heurtez au problème, puisque tout est imbriqué au problème du financement des collectivités locales. Donc, ça ne va pas être très facile. Ça fait longtemps que tout le monde dit qu'il faut absolument les supprimer, qu'on le reconnaît, mais ça va être la clé de la réindustrialisation. En tout cas, c'était une bonne chose de montrer une bonne volonté de ce point de vue-là, mais il va falloir, comme toujours, le diable, hein, n'est-ce pas, est dans les détails et dans l'application. Alors, voilà, on a déjà eu, en tout cas, vous lui avez dressé une belle feuille de route pour la réindustrialisation et pour le cap vers la réindustrialisation. On y reviendra sans doute dans une deuxième partie. En attendant, avant de donner la parole à Alexis, je salue Roland, Jean-Baptiste, Spit, Florentin, Flight qui nous ont rejoints sur le chat du Figaro. Bonsoir à vous, merci de vos commentaires. On va les donner dans un instant. Je salue Doris également sur Facebook. Jean-Baptiste qui nous dit si je devais lui donner un bon point, ce serait le seul que j'ai vu réagir à la mort de cette gendarme tuée dans le Lot. Cette gendarme, effectivement, qui a été tuée lors d'un contrôle. D'un contrôle ce week-end et donc dont vous pouvez d'ailleurs lire le portrait sur le site du Figaro. Alexis Poulain, j'ajoute également la visite surprise à la Courneuve. Ça traduit en tout cas de signe la volonté d'une reprise en main, d'un retour de l'autorité, non ? Pas forcément un retour de l'autorité, mais une reprise en main du ministère de l'Intérieur, clairement, et puis une écoute des policiers qui sont très en colère depuis les dernières déclarations de Christophe Castaner et qui n'ont jamais vraiment travaillé syndicats et ministres main dans la main depuis que Christophe Castaner est en poste à ce ministère. Donc je crois qu'il y a malaise dans la police, c'est palpable, au-delà des nombreux suicides, au-delà du problème de désaffection avec les populations, au-delà de la façon dont a été gérée la crise des Gilets jaunes, puis les enquêtes de l'IGPN sur les potentielles violences policières. Et il est temps effectivement que ce ministère se redevienne régalien, se réorganise, parce que la police nationale, c'est une institution essentielle pour la conduite des activités de l'État. Et aujourd'hui, on voit bien qu'elle est en train de partir dans tous les sens. Donc cette première visite, elle est évidemment importante pour les policiers, mais elle peut aussi vouloir dire que dès à présent, Jean Castex prépare en fait les troupes à une rentrée sociale extrêmement agitée, parce que la crise économique est devant nous, avec ce confinement qui nous fait perdre beaucoup de points de PIB et de croissance. Et il se pourrait qu'au-delà des plans sociaux, on ait à la fois, après le Ségur de la santé et d'autres, des pans entiers de la société qui se retrouvent à nouveau dans la rue. Donc on peut craindre, et d'ailleurs une note interne des renseignements craint une rentrée extrêmement difficile et délicate. Donc peut-être que Jean Castex marche sur des œufs et qu'il est là en train de préparer déjà les troupes à une rentrée extrêmement difficile parce que Emmanuel Macron veut continuer ses réformes, alors qu'il faudrait peut-être organiser la reprise économique d'une autre façon que par ces réformes qui sont celles soit de l'assurance chômage, soit de la retraite. Ce n'est peut-être pas ni le moment
ni le lieu compte tenu de la perte de points de croissance du pays. Alors, on vous pose la question sur Twitter. Est-ce que vous êtes, les premiers pas de Jean Castex, en tant que Premier ministre, vous ont-ils convaincu? Avant que cette émission ne commence, il y avait une légère majorité pour le non. Il y a toujours une légère majorité pour le non. Eh bien, dites-nous pourquoi. Je salue notamment les fidèles internautes de Figaro Live qui nous rejoignent en cours de débat. Nicole, citoyen payeur. On reviendra sur la question que vous posez, mais en deuxième partie sur l'écologie citoyen payeur. Et puis également Babino. Alors Babino, d'habitude, vous êtes plutôt favorable à Emmanuel Macron et au gouvernement. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement des premiers pas de Jean Castex? Ce serait intéressant d'avoir votre avis. En attendant, je voudrais qu'on réponde à une question qui a été posée par Spit et que vous avez abordée, Alexis. La digue Castex va-t-elle vraiment stopper la troisième vague sociale? Votre avis sur la question, Sylvie? Je ne sais pas. Ce que je crois, c'est que dans les changements qui peuvent apparaître là, c'est que probablement pas sur le fond, effectivement, il l'a dit, il va poursuivre le dossier des retraites, etc. Mais je pense que le mot rapide, là, j'ai l'impression que depuis qu'il a été nommé, Jean Castex, il n'arrête pas de prononcer le mot rapide. Et ça, c'est quand même assez nouveau parce que si on regarde le dossier des retraites, on a fait tout sauf de la rapidité. Je crois que Delevoye a négocié 1 an et demi. Pour donner ce que ça a donné. C'est-à-dire que la lenteur n'est pas le gage d'un passage en douceur. Donc, tout ça pour dire que en termes de rythme, oui, il va certainement y avoir un changement de rythme. Alors du coup, j'ai un peu perdu votre question, excusez-moi. À la rentrée sociale. Est-ce qu'il est en mesure de faire face au défi social? Les Français, sans doute, oui, ils savent bien qu'il va y avoir une rentrée sociale compliquée. Mais moi, je suis d'accord avec ce que j'ai entendu avant. C'est-à-dire quand même, j'ai l'impression qu'avec cette visite au commissariat et quand il dit la préservation de l'ordre républicain n'est pas négociable, ce n'est pas une phrase neutre, n'est pas négociable. Hein. On peut négocier beaucoup de choses, mais pas la préservation de l'ordre républicain. Je pense qu'il s'adresse quand même à ce qu'on appelait autrefois la majorité silencieuse, c'est-à-dire les gens qui quand même ont été beaucoup choqués par toute cette agitation, ces violences autour de quelle que soit la cause, hein, que ce soit les Gilets jaunes, l'affaire Traoré, etc. Donc là, oui, rentrée sociale, négociation, mais on ne tolérera pas n'importe quoi dans les rues. C'est ce que je entends. Alors, c'est ce que vous entendez. Est-ce que c'est ce que vous entendez également, Alexis? Oui, c'est ce que je disais. Je crois qu'il prépare justement là les troupes du ministère de l'Intérieur à revenir sur le devant de la scène. Ils ont eu des années déjà difficiles, mais plutôt que de traiter le mal à la racine, c'est-à-dire de lancer le dialogue, ils préparent déjà une réponse par la façon dure, par la répression des mouvements sociaux. Or, il va falloir jouer sur les deux tableaux parce que ça ne pourra pas tenir longtemps avec la dette qui va exploser, avec le chômage qui va exploser, avec cette croissance qui ne dépend pas que des volontés des Français. On est au niveau mondial dans un climat de récession. Donc, ça ne sert à rien de taper sur les gens s'ils sont malheureux et qu'ils ont peur du déclassement. Au contraire, il faut les rassurer, il faut organiser le moyen d'éviter à tout prix ce déclassement. C'est ce que nous dit cet autre internaute, Fly94, qui nous dit Castex ne pourra pas stopper la troisième vague sociale, car quelle que soit son action, les résultats n'arriveront pas tout de suite. Olivier Babot, sur ça, effectivement, la volonté, en tous les cas, de réindustrialisation, vous avez dit, ça prend du temps. Et on s'attend tous à une rentrée économique extrêmement sévère, surtout avec des chiffres importants, des chiffres énormes en termes de récession. Oui, alors l'incertitude est encore grande, mais malheureusement, le pire scénario n'est pas totalement improbable, c'est-à-dire une augmentation de 1,5 million de chômeurs, hein, tout d'un coup, donc quelque chose d'extrêmement brutal. C'est là que l'idée de relance, pour le coup, le mot n'a jamais été aussi bien trouvé, parce qu'il s'agit bien de relancer une machine qui a été complètement arrêtée.
je suis pas totalement sûr qu'il y ait une sorte de troisième, comment dire, de troisième vague sociale, parce que justement, face à ce tsunami de chômage, ce gouvernement, il va, je pense, avoir un petit peu les coups des franches en matière budgétaire. Donc on voit très bien hein, que le thème n'est pas l'économie, la réforme de l'État. Hein, donc tout ça est mis complètement sous le boisseau. Alors il y a évidemment une incertitude, hein, c'est celle des retraites. On peut se poser la question, pourquoi Emmanuel Macron, déjà, qu'allait-il faire dans cette galère? Mais alors, que vient-il refaire dans cette galère? Voilà. Qu'est-ce qui vient à 2 ans? C'est-à-dire, il a un an sur la question des retraites. Voilà. On va revenir sur la question. Ça va donc dépendre de la façon dont ça va être traité. Alors, juste pour revenir sur le Premier ministre, il coche quand même une bonne case qui est celui d'élu local d'un patelin qui est donc pas trop grand, c'est pas le Havre, hein, et cette nécessité, cette connaissance très profonde du terrain, et aussi d'ailleurs je crois cette capacité à connaître aussi les partenaires sociaux et à négocier avec eux, fait vraiment partie de ce dont Emmanuel Macron a besoin depuis les Gilets jaunes, c'est-à-dire cette recréation des corps intermédiaires et ce lien qui doit être retissé avec les territoires. De ce point de vue-là, Jean Castex évidemment a le bon profil apparemment. Karl, avant de voir un petit peu quels doivent être les chantiers du nouveau gouvernement, du futur gouvernement, dont on attend l'annonce et en tout cas le remaniement qui est annoncé à partir de 17h, il est 17h18, on sait quelle était la position de Jean Castex sur le déconfinement. Est-ce qu'il était favorable à un déconfinement rapide, plus rapide en tout cas que Édouard Philippe? Ah oui, vous avez décidé d'enfoncer un coin entre l'Élysée et Matignon, là, Vincent. Je vous pose des questions. Oui, mais vous connaissez déjà la réponse. Non, de ce qu'on sait, c'est que Jean Castex était aussi prudent qu'Édouard Philippe sur la sortie du confinement. C'est Emmanuel Macron qui a poussé pour que le déconfinement se fasse dès le 11 mai. Et c'est d'ailleurs cette partie-là qui a donné lieu aux plus grandes tensions entre l'Élysée et Matignon, au point qu'un proche d'Emmanuel Macron m'a parlé de cohabitation pour décrire la période des quelques jours qui ont précédé et suivi ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'au moment où il prépare le plan pour la sortie du confinement, on est le 8-9 mai, c'est prévu pour le 11 mai, et on imagine que le Conseil constitutionnel va pouvoir siéger le dimanche tranquillement et valider le plan. Et évidemment, au Conseil constitutionnel, on dit, ben non, nous, on ne siège pas le dimanche, on va siéger que lundi. Et donc, on se retrouve là avec un confinement qui va commencer dans un vide juridique. Et donc, fatalement, que dit Matignon avec Édouard Philippe et son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumas, qui sont tous les deux issus du Conseil d'État, donc des juristes, ils disent, bah non, pas de base légale, il faut décaler la sortie du confinement. Et à l'Élysée, où on est peut-être visiblement moins à cheval sur les règles juridiques, la question est totalement tranchée en on ne retarde pas et on y va. Et donc là, il y a eu un bras de fer. Et dans ce bras de fer, alors on ne sait pas exactement le rôle précis qu'a joué Jean Castex, parce que lui, pour le coup, il était là pour mettre en œuvre le déconfinement. Mais ça me paraît assez clair qu'il était plutôt quand même sur la ligne d'Édouard Philippe. Alors justement, Jean-Baptiste nous dit, on peut lui reprocher tant qu'on pourra encore discuter du bien fondé du confinement. Eh bien, on continuera à voir quel était peut-être, le saura-t-on dans quelques... Peut-être vous avez des infos, Sylvie, c'est votre spécialité, ça, d'avoir des infos sur ça. Quelle était la position de Jean Castex exacte sur le confinement? Je suis désolée, je vais vous décevoir. Je suis très très triste de vous décevoir, mais je ne sais pas. Ça sera dans votre prochain portrait de Jean Castex. On verra si on le lira dans le journal du dimanche ou dans Vanity Fair. Mais dans les deux cas, ce sera sûrement à lire. On vous posait donc la question, les premiers pas de Jean Castex en tant que Premier ministre, vous ont-ils convaincu? Eh bien non, pour l'instant, ils ne vous ont majoritairement pas convaincu, mais c'est assez partagé. Alors Babineau a répondu à notre question. J'ai hâte de connaître le nom du successeur de Castaner. Les regards sont tournés vers le ministère de l'Intérieur. C'est en tout cas effectivement l'une des questions qu'on se pose ce soir sur la personnalité du ministre de l'Intérieur et surtout le cap qui sera donné à ce ministère important, ce ministère régalien.